Bonsoir à tous, bienvenue à cette session de DBF. Petit peu d'intendance, la prochaine réunion est c'est quoi, c'est le 7 février, on n'a pas encore annoncé. Petite statistique. Qui a trouvé le fève? La fève. La fève. Ah, je sais pas, est-ce que quelqu'un a eu une fève? Je sais pas s'il y avait une fève dans... Oui. Ah ouais. Alain Leroy. Il y en a une par galette, tu supposes, non? Une par tranche, voilà. Petite statistique, je me suis amusé à faire un peu le compte hier soir. Je crois que c'est la 200e fois qu'on a un invité DBF ce soir. Et en enlevant les doublons ou les quelques triplés, il y a des gens qu'on a eu le plaisir d'accueillir plusieurs fois. C'est le 181e invité de DBF. Mais alors la mauvaise nouvelle, c'est que la 15e femme. C'est quand même une honte. Donc c'est un challenge. Ça sent le procès pour discrimination. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a fait notre quota pour l'année. Mais il faut quand même qu'on relève ce challenge collectivement. Et en plus, je crois que c'est que la 3e femme entrepreneur. Et les autres faisaient... Il y a des exécutives dans des boîtes, mais enfin, vrais entrepreneurs qui ont démarré leur boîte. Je me suis peut-être trompé d'une, deux, je m'en excuse, mais en tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a certainement pas assez. C'est quand même la 2e femme invitée de suite à DBF, donc je crois que ça, c'est une première. Donc il faut qu'on continue un petit peu dans l'élan. Très sérieusement, clairement, il y a plus que 10% de femmes ce soir. Donc je pense qu'on devrait changer cet élément-là. Voilà, alors ce soir, Valérie Ossoni, elle a deux aspects très intéressants à contribuer, et on va rentrer un peu plus dans le détail là-dessus. D'abord, elle a une démarche entrepreneuriale assez atypique dans la Silicon Valley, vous allez comprendre pourquoi. Et puis en plus, je suis assez intéressé par ça, elle est dans un domaine qui finalement est très délaissé dans l'environnement professionnel américain de la Silicon Valley en particulier. On a tendance à être happé par le travail finalement, et qui a tendance à prendre tout son temps, toute sa vie, et puis à délaisser quelque part le bien-être personnel, psychique, physique, et c'est un message important, je pense, que tu peux continuer à nous donner. Mais avant d'entrer là-dedans, puisque à DBF, on est toujours très intéressé à connaître les individus qui nous font l'honneur d'être notre invité. Raconte-nous un petit peu d'où tu viens, où es-tu né. T'es censé poser les questions, moi je réponds. Là, ça devient de la dissertation. Non, mais juste pour nous donner un petit peu de couleur, on aime bien comprendre un petit peu ce qui t'a formé, quel est ton moule finalement. Mis comme ça, c'est très inspirant. Eh bien en fait, moi je suis aux États-Unis depuis 11 ans, on va dire que ma vie professionnelle d'entrepreneur a démarré ici, donc je ne parlerai même pas de ce que j'ai fait avant, si ce n'est que j'étais dans l'automobile, c'est très sexy et très féminin, à Détroit, chez Fédéral Mogul, je travaillais sur des pièces de première monte en boîte de vitesse. Donc messieurs, quand vous avez des problèmes mécaniques, n'ayez pas honte d'appeler une femme, je peux vous aider à vous réparer tout ça pour pas beaucoup. Ça aussi, ça nous évite de se faire arnaquer, n'est-ce pas Valérie, quand on amène notre voiture chez garagiste. Mais sinon, au-delà de ça, en France, j'ai fait un parcours très classique de personnes n'ayant pas fait de grandes écoles, ce qui fait que lorsque j'ai cherché à mon premier job, je me faisais fermer toutes les portes au nez, j'étais pas ingénieur, j'avais pas fait l'ESSEC, HEC ou toutes ces belles écoles que j'aurais bien aimé faire. Et donc j'ai tout de suite voulu immigrer, dès le début. Je me suis dit, je baisse les bras, je pars en Australie. Et le jour où je devais partir en Australie, le matin, j'ai eu une offre d'emploi à ABN AMRO, je ne sais pas si vous connaissez, maintenant c'est grand, à l'époque vous ne connaissez pas trop. Et ça m'a fait beaucoup plaisir parce que jusqu'à présent, la seule offre que j'avais peut-être eue, c'était McDonald's.
Et je rêvais d'un job tellement que je voulais devenir responsable de restaurant au McDo. Pour les gens qui me connaissent, je suis végétarienne, donc c'est pas très cool. Et même McDo n'avait pas voulu de moi. J'avais été refusée par McDo en dernier entretien, c'était quand même la honte dans la famille. Et j'avais pu relever ça avec cette banque. J'ai passé 6 ans, j'ai appris tout ce que font les requins. Il y a souvent beaucoup de requins dans cette pièce, c'est-à-dire les investisseurs, les VC et autres. J'ai appris ça à Amsterdam. C'est quand même les plus sérieux du domaine. Mais ça m'a pas beaucoup plu, donc à un moment je me suis dit je change, je suis allée dans l'automobile. Là j'adore les bagnoles, c'est pas très féminin mais bon. Et finalement après 4 ou 5 ans chez eux, je suis venue en Amérique. Et ça a été le bonheur. J'ai découvert le rêve américain au sens propre et l'absence des 35 heures aussi, il faut bien dire. Et juste à un niveau personnel un petit peu, je suis désolé, je vais pousser un petit peu là-dessus. Tu peux dire ce que j'avais dit qu'on ne peut pas dire. Oui, non, mais avant d'en arriver là, tu es né en Corse, tu as grandi en Corse? Non, j'ai pas grandi en Corse, sinon je serais pas là aujourd'hui. Je serais mariée, habillée en noir avec un gamin. Donc j'ai pas grandi en Corse, merci papa, merci maman, mais je suis corse jusqu'au bout des fibres. Donc je suis très vengeresse. La vendetta m'anime. Toutes les émissions télé que je fais en Amérique, c'est sur la vendetta en ce moment. Donc juste pour info, hein, ceux qui ont envie de faire du mal. Que des questions gentilles ce soir. Mais oui, donc très corse. Et j'ai grandi en France, en Provence, sous le soleil, très classique. D'accord. Une famille très modeste, ce qui fait que je respecte beaucoup la réussite, que l'argent n'a pas de mauvaise odeur pour moi et qu'il n'y a pas de honte à réussir. Et il y avait des entrepreneurs dans ta famille? Alors papa était journaliste communiste à l'UMA. Très syndiqué, méchant patron, gentil employé exploité, donc c'était un peu la culture papa. Maman était secrétaire, donc non, pas du tout. Donc tu es la révolutionnaire de la famille. Disons que je ne suis pas communiste, on va dire. Je ne mets pas place, c'est quoi à Paris, dans le 20e, je ne me rappelle plus. Je n'ai pas ma carte au parti. Encore le déclic qui t'a fait venir aux États-Unis. Le déclic. Alors, si vous étiez encore en France en l'an 1999, un livre est sorti à l'époque qui s'appelait « Le harcèlement moral en entreprise », premier livre du domaine, écrit par une superbe avocate, sociologue irigoyenne. Un des cas là-dedans, c'était moi. Et j'avais été harcelée moralement, et pas sexuellement, j'insiste beaucoup, moralement, c'est encore plus traumatisant, on ne peut pas s'en sortir. Et je m'étais dit, soit je me bats à la française, prud'homme, procès et autres, soit je m'en vais, politique napoléonienne des terres brûlées, on coupe, on s'en va. Et donc on est venu s'installer ici avec mon mari, qui à l'époque avait été aussi recruté par une boîte. Toutes les pièces du puzzle s'étaient imbriquées. Et avant ça, vous aviez considéré venir? C'était un rêve, les États-Unis, ou c'était un accident? Non, un accident, c'est négatif ça. Un accident heureux. Ouais. Un accident heureux. D'accord. Mais ça n'a jamais été le rêve américain. J'ai quand même été élevée dans cette espèce de... On abhorrait l'américain capitaliste. Donc c'était quand même pas un rêve d'aller en Amérique. Quand j'avais 18 ans, moi je voulais étudier les langues à Moscou quand même. Donc j'ai fait un grand écart. D'accord. Donc tu arrives aux États-Unis, t'as toujours pas créé de boîte à ce moment-là? Non, je suis feignante. Ouais. Je suis corse, je suis quand même fidèle à ma réputation. Mais il n'y a pas de gens de Lioness, on peut parler librement. Donc bien évidemment, j'ai travaillé sans visa. Ça, c'est évident. Surtout dans cette... je pense qu'il y a quelques autres cas de même style. Donc, en gros, il y avait 2 types de femmes à l'époque, toujours maintenant. Il y a la femme de l'expat qui se plaint toute la journée de ne pas trouver de job parce qu'elle n'a pas de visa et qui râle beaucoup après l'économie américaine et la société. Et puis il y a l'autre qui essaye de se débrouiller pour trouver un job. Et moi, j'ai eu la chance inouïe, c'est que j'ai rencontré un chef d'entreprise dont la femme était corse, ça a aidé. Et je suis rentrée dans une start-up israélienne et puis après, j'ai mis le pied dans l'engrenage, j'ai eu le vrai visa. J'ai enfin pu gagner ma vie correctement et puis après ça a été un petit peu un déclic. D'accord. Et donc après il s'est passé des choses dans ta vie personnelle qui t'ont motivé davantage. Alors, oui. Je te laisse les partager. J'aurais bien aimé que ce soit toi qui le dise pour voir si tu avais compris. Non, d'accord. Valérie a dû surmonter des problèmes de santé très importants. Bon, je vais le dire comme ça. Le 1er octobre 2002, j'ai appris à 11h du matin, en gros, que les maux de crâne que j'avais depuis un an, c'était pas juste une migraine de nana, c'était une tumeur mortelle, et que j'allais pas passer Noël. Et ce que je disais à Nicolas il n'y a pas longtemps, c'est que je me suis effondrée, j'ai pleuré. Les femmes, elles ont cette chance, elles peuvent pleurer, on a des larmes, ça fait du bien. Et je me suis pas raccrochée à ma famille, mais j'en avais absolument rien à foutre à ce moment-là. Je me suis raccrochée à mon boulot. Je me suis dit, super, j'ai un job. Je me suis raccrochée à ça. Et 3 heures plus tard, le CEO appelle 4 VP sur 5, dont moi, et vire les 4 VP sur 5, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Donc dans la même journée, j'ai perdu la vie apparemment,
mon job. Ça allait pas très bien. J'arrive chez moi et l'anecdote veut que j'ai une amie qui m'appelle, une amie iranienne, enceinte de 8 mois, en larmes. Son mari vient de la plaquer pour sa secrétaire. Et je lui dis, tu sais, viens à la maison. Non mais vous riez, mais c'était pas rigolo du tout. Hein. On pleurait beaucoup. Et donc pendant 24 heures, on s'est bien laissé aller. Puis après, bon, je me suis battue, je suis toujours là, donc je suis un peu le pitbull. Mais ça a été un déclic. Parce que là, je me suis dit, je ne veux plus faire ce que je faisais avant. Je bossais 7 jours sur 7 jusqu'à minuit sans créer de valeur. Je me suis dit, bien sûr, j'allais m'en sortir, sinon je ne serais plus là. Et que j'allais créer une boîte qui allait changer la planète. Alors ne voyez pas d'arrogance là-dedans, mais je voulais aider les gens à retrouver un poids de forme, être en bonne santé. Et donc ça a été la naissance de ma première boîte. Et je n'avais pas fait de business plan, je suis désolée, je n'ai pas pensé, j'étais sur mon lit d'hôpital. J'ai juste voulu créer un site et vendre du conseil comme ça. D'accord. Et c'est un sujet qui t'avait déjà intéressé dans le passé, avant ça, ou pour lequel tu t'es découvert une vocation suite à cette expérience personnelle? Je suis une ancienne grosse, une dondon. Alors j'ai tout essayé, les régimes débiles, les Ducans, les Atkins, le poulet le matin, le fromage blanc le soir, la soupe au chou, l'ananas, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bêtises? Oh, il y en a beaucoup. Les sachets, je suis devenue poudrivore, j'ai tout essayé. Et donc quand j'ai trouvé, je me suis dit je vais partager ça. Donc c'était en fait une passion qui date de mes 15 ans. Alors, il y a, dans la Silicon Valley, il y a le garage qui a été beaucoup utilisé pour démarrer des boîtes. Toi, c'était un lit d'hôpital. La chambre d'amis et le lit d'hôpital, voilà. Alors, comment tu as fait? Tu as pris un PC, tu as commencé à développer un site. C'était quoi le cheminement? Et je savais, alors, ça paraît bizarre, mais je ne savais même pas comment créer l'entreprise. Je pense que ça doit vous choquer, parce que tout le monde sait maintenant qu'on va sur delaware.gov et on crée sa boîte comme ça. Mais à l'époque, je ne savais pas, donc j'ai appelé plein d'amis. On a réussi à faire installer une prise Ethernet dans la chambre. Et j'ai découvert comment on ouvrait un compte en banque, enfin tout ça. Ça a été vraiment on the fly. Pas de business plan, j'étais censée crever aussi, donc on ne perd pas de temps là-dessus. Hein. Et j'ai juste lancé le site avec que moi dessus pour vendre du conseil, c'est tout. Ça m'a pris 3 semaines. C'était pas beau, hein. D'ailleurs ce site existe toujours, vous pouvez aller le voir, il est très très moche. Et il s'appelle myprivatecoach.com. C'est le plus laid des sites de coaching en ligne aujourd'hui. Mais j'en suis très fière, donc on le garde. D'accord, donc là on est en 2003, Thanksgiving, le site est sorti. Et pour coacher qui? Eh bien, je ne savais pas à l'époque. Je pensais coacher tout le monde entier. Et ça a commencé dans le Caltrain, en fait. Un jour, je me suis assise, donc j'étais bien malade, j'étais bien maigre. Hein. Quand on est malade, on est rarement dodu. Et j'ai une nana qui s'est assise à côté de moi, énorme, je me rappelle toujours, Patricia, et qui me dit, vous avez de la chance d'être toute mince. J'ai envie de lui dire, oh. Et je dis, ça tombe bien, j'ai annoncé un site minceur, etc. Et elle me dit, combien vous vendez? Et je ne savais pas mis de prix, je ne savais pas, et je lui ai dit, $12.99. Donc dans ma tête, je pensais à 12,99, elle a pensé à 1299, elle me dit banco, je vous fais un chèque. Et donc ça a été la première. Voilà, ça a commencé comme ça. Et pour la petite anecdote, elle a perdu 56 kilos qu'elle n'a jamais repris. Voilà. Très bien. Donc après, on a été débordé un petit peu de succès pour info. On a eu du bouche à oreille. Voilà. En fait, j'avais pas d'argent, donc je ne pouvais pas faire de marketing et autres online. Simplement, ça a été bouche à oreille. Et puis ensuite, j'ai des coachs qui sont venus me voir en disant « Est-ce que je peux être listé sur votre site ?» Là, je me dis « Oula, on ne peut pas prendre n'importe qui, parce qu'il y a quand même vachement d'arnaques dans le milieu du coaching. » Et on a commencé à grandir, et... Comment ça s'appelle? Ah, pouf, cancer, pas de bol. Hein. Excusez-moi, je reviens à la maladie. On ne m'a pas laissé tranquille bien longtemps. 2 ans plus tard, pouf, un cancer arrive. Ça a été très bien, parce que quand on est malade, on a quelque chose que vous n'avez pas, le temps. On n'a rien d'autre à faire, on s'ennuie comme un rat mort. Pas mort encore, mais pré-mort toute la journée. Et donc on pense à ce qu'on va faire. Et là je me suis dit, mon coaching c'est bien sympa, mais ça coûte super cher. C'est $500 par mois, $1000. Moi je suis d'un milieu modeste, j'avais un petit peu honte quelque part de vendre ça très cher. Et j'ai en fait créé cette méthode de coaching online qui a été copiée maintenant par tout ce que vous voyez, les Gillian Michaels, etc. online, c'est une copie de ce truc-là de l'époque. Et ça a été le lancement du site coaching minceur en ligne semi-automatisé à 50 cents. Et alors à cette époque-là, ce site. Et maintenant, juste pour info, je suis en pleine forme. Ça se voit. Ce site-là, c'était en France au début? C'était alors en France au début. Je ne vais pas citer le nom du site pour la bonne et simple raison que je me suis associée avec ce qu'on appelle entre nous. Bien sûr, on les appelle les jerks, les salauds. Des partenaires, pignon sur rue, très sympa. Ils auraient vendu des glaces aux Esquimaux, les mecs vraiment bons. D'ailleurs, ils m'ont dit que j'étais bien, forcément. Hein. Ils m'ont flatté, j'ai dit signer partout, j'ai dit amen à tout. Et donc, ils m'ont dit, tu es super, tu es brillante, intelligente, mais tu ne sais pas vendre. Donc, on va vendre pour toi. Alors,
ils ont tout géré, ils avaient le contenu, ils hébergeaient le site, l'argent, tout le concept. Et après 18 mois, ils ont tué le middleman, à savoir moi, enfin woman, et ils ont mis sur mon site la tête d'une personne très connue en France dans le milieu de la nutrition, dont je ne dévoilerai pas le nom, mais en gros c'est un des deux que vous connaissez si vous allez en France parfois. Et moi j'ai eu la chance d'avoir plein de copains hackers et autres geeks, et donc on s'est pendant 6 mois battus pour aller pomper les bases de données des méchants et relancer un site qui serait bien à nous et qui maintenant existe sous le nom de Le Bootcamp. Voilà. Donc, pour que tout le monde soit clair là-dessus, tu t'es fait voler ta boîte. Ah, complètement, oui, oui. Moi, j'ai honte, enfin, faut pas le dire comme ça, en plus, c'était très humiliant. Non, mais sachant que 2 mois avant, j'avais reçu le prix de Enterprising Woman of the Year. Pendant 2 mois, j'étais la star, et alors là, après, une belle claque d'humilité, quand même. Ouais. Donc, tu as ces jerks qui te volent ta boîte. Très bien, je trouve. C'est que des hommes, en plus. Pour info, ma boîte, on n'est que des femmes, c'était que des hommes, c'est une espèce de guerre. Ça... On n'est pas tous comme ça. Et donc, ils te volent ta boîte, tu réagis tout de suite? J'avais réagi avant, en fait. Ouais. Pour information, ça, l'intuition féminine, c'est hyper fort. 6 mois avant, je l'avais senti. Je suis incapable d'expliquer comment, mais j'ai commencé à faire travailler quelqu'un en background sur un site, ce qui fait que, entre le moment où on s'est fait avoir, le temps qu'on ait eu pour tout récupérer sur les bases de données, et puis ils sont très nuls en techno, ces garçons, donc on a pu tout récupérer, et lancer, ça nous a pris que quelques mois après. Mais en fait, finalement, ça a été très bien parce qu'ils géraient tout pour moi, je ne créais pas de valeur, alors que là, j'étais obligée de tout recréer en interne. Donc finalement, ça a été un blessing, comme on dit aussi. Si ça ne s'était pas passé, je n'aurais pas créé valeur. Voilà. Et à ce moment-là, tu étais encore malade? Ah oui, ça a été un petit coup de massue sympa, ouais. Mais ce qui s'est passé, je vous ai dit que j'étais corse tout à l'heure, c'est très important, il ne faut pas l'oublier. J'avais un espion chez eux. Et quand j'ai su ce qui s'était dit le jour de l'arnaque totale, à savoir elle ne se relèvera jamais, ah, ça m'a donné la niaque. C'était pas possible que je me relève pas. Donc voilà, maintenant je les contemple du haut du site. Voilà. Ils ne se sont pas plantés, ils sont toujours là, tranquilles, et on leur met des beaux bâtons dans les roues quand on peut, à la Corse. La vengeance étant un plat qui se mange très froid, comme vous savez. Non, on va continuer à surveiller les gens. En dehors du temps, si je peux me permettre cette question, en dehors du temps que... Demandez mon âge, dans 2 secondes, je me sens bien. Ça. Que la maladie t'a donné, pour lancer ta boîte, est-ce qu'il y a eu d'autres impacts en termes d'énergie, de motivation? La Silicon Valley. Non, mais de la maladie spécifiquement. Ah, de maladie? Non, c'est déjà pas mal. Non, enfin... Non, c'est admirable. Non, moi, ça m'a donné une niaque absolument dingue. Et quoi qu'il nous arrive, je me dis qu'il n'y a rien qui peut m'arrêter, en fait. Et c'est vrai que des fois, j'ai envie de dire aux gens, mais on se sent un peu immortel. Ça peut paraître arrogant. Donc si les gens qui sont très religieux ou autres, ne prenez pas ça pour une arrogance envers Dieu ou quoi que ce soit, c'est que des fois, je me dis, mais si ça m'a pas tué ça, quelque part, la seule personne qui peut me faire chuter, c'est moi-même aujourd'hui. Donc, et je n'autorise personne à m'empêcher de me sentir au top. Même pas moi-même. Ça, c'est plus dur. Donc tu relances en fait ta boîte. Explique-nous un petit peu, donne-nous une idée de la croissance. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que l'équipe n'est pas partie. On n'a perdu personne dans le process. Même pas les Français qu'on ne pouvait plus payer. On n'a plus d'argent, ils avaient tout piqué, les salauds. On est reparti à zéro, je crois que c'était genre le 20 septembre 2007. 2007, ça compte pas, la fin d'année dans la minceur, pour information, c'est les mois noirs, donc ça commence en janvier. Entre-temps, en janvier, vous êtes goinfrés plus Thanksgiving, donc je peux vous dire qu'en janvier, il y a de la motivation. Hein. C'est New Year, New You. Ouais, c'est ça, des résolutions que personne ne suit d'ailleurs, mais c'est pas grave, on les prend quand même. Si, il y en a qui suivent, d'accord. Mais... Donc en fait, entre-temps, moi j'avais signé des partenariats avec tous les grands groupes de presse, Mondadori, Lagardère, maintenant avec d'autres, mais donc ces grands groupes, et on était distribués par ces gens. Comme je n'ai pas d'investisseurs, c'est pour ça que je suis un peu atypique, j'ai pas le loisir de me dire, oh, bah, tiens, je vais tester ça pour voir si ça marche. Donc je suis partie qu'avec des distributions en rev share 50-50, et jamais de prise de risque en distribution. Et donc on a lancé d'abord la France, ensuite UK, Australie, États-Unis en 2008, début 2009. On a fait tout un revamping en 2010 parce qu'on est des sites très ringards et bon, j'ai accepté que c'est vrai, on n'était pas des bons. Et puis on a grandi avec l'Amérique, maintenant on est avec Condé Nast en exclusivité, on a délogé Weight Watchers en Afrique du Sud. Et là on vient de lancer Dieta, comme on a fait la couverture de Vogue Mexico la semaine dernière, on s'est bien dépêché pour sortir toute l'Amérique du Sud le 24 décembre.
Tu peux partager quelques chiffres pour nous donner un petit peu. Alors, si vous voulez vous abonner, ça vous coûtera. Non, mais plus en termes de. Alors, à ce jour, c'est 1 million de personnes coachées, 89% de femmes, 11% d'hommes, sachant que les hommes sont souvent les époux des dames qui se sont inscrits, à l'exception de quelques fans de 75 ans qui m'aiment beaucoup. On reçoit des lettres d'amour, c'est assez amusant. Ils me préfèrent en jupe. C'est sûr. Ouais. La moyenne d'abonnement, c'est intéressant. Sur le marché américain, 3 mois. Nos concurrents sont en 1 mois et demi, donc on est meilleur. En France, on papillonne moins, on est à 6 mois. Et l'Afrique du Sud, c'est même pas la peine, ils ne se désabonnent pas. Ils ne doivent pas savoir, je ne sais pas, mais en tout cas, ils ne se désabonnent pas. Donc en moyenne, aux États-Unis, tous les mois et demi, les gens qui essayent un type ils changent. de régime changent. C'est-à-dire qu'ici, il y a quand même une grosse concurrence plus forte qu'en France. En France, on est une très grosse. On est le plus gros marché minceur, c'est la France quand même. Hein. En France, on dépense 50% de plus en minceur qu'en Amérique en proportion. Mais les gens sont très fidèles. Ils ont choisi un programme, même s'il est dangereux, un truc hyperprotéiné, c'est pas grave, on le fait 6 mois, vous souffrirez 6 mois jusqu'au bout. L'Américain, il s'arrête. Pour ceux qui le suivent, arrêtez tout de suite, c'est pas bon pour la santé, ça va bousiller les reins au passage. Mais l'Américaine, après 1 mois et demi, elle n'a pas eu de miracle, donc elle va ailleurs. Et ça coûte cher parce que l'acquisition client, c'est quand même le poids le plus lourd dans l'entreprise, c'est ça. Donc d'où le passage par des groupons, des banques privées, comment c'est Glimaster, voilà, comme ça, on fait de la pub au passage, pour pouvoir après se faire distribuer à faible coût. J'ai pu le constater à midi, je vous le confirme, Valérie adore manger. Donc, c'est un petit peu paradoxal quelque part. Tu peux partager avec nous un petit peu le principe de ton approche? Pourquoi ça a du succès? Mais en fait, moi j'aime la bonne bouffe, hein, donc le régime s'appelle le régime des gourmandes. Donc c'est clair que la personne qui a envie de se priver, que ça soupe au chou, chez nous elle va pas être très contente. Celle qui a envie de manger, elle sera heureuse. On ne propose pas de miracle. Donc on perd toutes les personnes qui veulent maigrir de 5 kilos en 3 jours, chez nous on va les perdre. Et toutes celles qui ont compris qu'il fallait faire un minimum d'efforts mais se faire plaisir vont être chez nous. Donc on travaille beaucoup sur tout ce qui est pH, sur tout ce qui est indice glycémique, enfin des effets plus importants à long terme de la nourriture. Donc les nanas, on les éduque, on les empower, comme on dit ici. Elles sont éduquées plus que leur médecin de quartier, qui ne connaît pas grand-chose après tout. Et donc à l'issue de 6 mois avec nous, elles se sont perdues du poids et elles connaissent. Donc c'est la différence avec d'autres approches où les nanas vont recevoir un programme qui leur dit ne mangez plus de ça et mangez que de poulet et du fromage blanc. Donc on a une approche vraiment résolument dans la gourmandise. Et avec surtout du pain aux olives du restaurant du Sofitel, qui, je dois dire, est très très bon. Je mentionnais tout à l'heure que ta démarche était un petit peu atypique dans la Silicon Valley. C'est aussi pas seulement parce que tu n'as pas d'investisseurs, il y a quand même pas mal de boîtes qui n'ont pas d'investisseurs. Tu peux m'en donner? Oui, il y en a quand même, enfin, je sais pas, les boulangers. Oh, les boulangers, forcément. Non, mais c'est vrai que des boîtes qui ont la taille et quelque part la portée de ce que tu fais, il n'y en a pas beaucoup. Mais en plus, c'est intéressant, tu as une boîte qui est complètement virtuelle finalement. Pas de bureau. Pas de bureau. Explique-nous un petit peu comment tu es organisé. Et Dieu sait ce que les gens aiment les bureaux. J'ai horreur du bureau. J'ai une hantise d'aller dans un bureau. Déjà, je trouve que c'est très étouffant, la plante verte sur le coin, la photo de famille à droite, je ne comprends pas. Et on perd beaucoup d'énergie dans un bureau. Et je me suis dit finalement, plutôt que de perdre de l'énergie à discuter à la machine à café, je préfère à la rigueur qu'ils aillent voir un film tranquillement chez eux et on se regroupe après sur Skype. Ça marche très bien. Il n'y a pas de recette miracle, mais ça marche très très bien. On a 0 problème de connexion, de progression professionnelle. Et les gens, ça leur plaît ou ça leur plaît pas. Il y a des gens qui veulent être dans un bureau, il y en a qui ont besoin du bureau. Alors quand j'interviewe quelqu'un, je lui dis si tu as besoin de 4 murs, c'est pas chez nous. Si tu as besoin de liberté, que tu peux être créatif et aussi productif sans arnaquer le méchant patron, tu viens chez nous. Donc c'est vrai qu'on n'a pas du tout, que ce soit le seul endroit où on a 2 personnes dans le même endroit, c'est en Bolivie, mais c'est une simplement c'est des gens qui aiment bien travailler ensemble. Donc là, sinon non. D'accord. Une question qu'on doit te poser sans arrêt, et que surtout j'imagine beaucoup de femmes te posent, c'est comment tu fais? Je veux dire, tu es mère de famille, tu as une boîte qui a des bureaux sur... Tu n'as pas de bureau, justement? Enfin, il n'a pas écouté, il n'a pas écouté. qui a une présence finalement significative sur plusieurs continents. Et un mari très jaloux qui ne veut pas que je voyage. Voilà. Je rajoute le point très important. S'il est là, il peut se cacher là-bas derrière. Tu coaches les Corses, oui, les Corses aussi. Tu
coach des des stars, tu passes à la télé. Voilà. Comment tu fais? Tu dors pas? Non, je dors pas. Valérie est là, elle peut en témoigner. Je dois dormir 2h30, 3h par nuit avec une petite sieste de 20 minutes l'après-midi. Je dors très 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 peu. Mais j'aimerais bien dormir plus, sincèrement, j'y arrive pas. Donc, cela dit, je sais pas. Je multitâche. Et j'ai pas de commute, vous vous rendez compte, le temps qu'on gagne. Je vais pas au bureau tous les jours. Je reviens toujours à ce truc-là, mais... Donc, voilà. D'accord. Et j'écris des livres la nuit aussi. Alors, tu commençais à mentionner ça, la Silicon Valley, l'ambiance entrepreneuriale, les différences entre l'environnement ici et en France. Donne-nous un petit peu ton point de vue. On va tous expérimenter, on a tous un point de vue là-dessus, mais quel est le tien? Moi, j'ai la chance, non la chance, donc toutes les 6 semaines, je rentre en France pour faire des émissions de télé, des choses comme ça. Donc en gros, quasiment tous les 2 mois, j'y suis. Ce que je disais tout à l'heure, quand j'arrive en France, pendant 48 heures, c'est le tourisme foie gras au terme, c'est le bonheur total. Et après, je lis les couvertures des magazines Capital et autres, où je vois que pourquoi votre patron gagne autant, pourquoi vous êtes sous-payé, la crise, on vous cache tout, on vous dit rien, cette espèce de chape démoralisante totale qui m'écrase. Et je suis trop contente de revenir ici, où il y a une espèce d'énergie monstrueuse, et où, quand j'étais malade, par exemple, mes amis français m'avaient déjà enterré, alors que mes copains américains me disaient vas-y, lance ta boîte. Donc, je préfère habiter ici. Quand vous êtes malade, il faut habiter ici. Hein. En plus, les hôpitaux sont plus sympas. Mais non, c'est vrai, il y a une énergie ici. Puis quand je me suis fait voler ma boîte il y a 4 ans, les Français me disaient oh, tu vois, je t'avais dit, c'est pas si facile, tu aurais dû prendre un job. Je suis pas la seule. Et les Américains m'ont dit c'est génial, tu vas apprendre. Ils n'avaient pas tort d'ailleurs. C'est grâce aux salauds si on est là où on est aujourd'hui. S'il y a quelqu'un ici qui rapporte demain à cette personne, vous ferez un gros couteau à Fabrice de ma part. Alors, si je vais te poser une question de venture capitaliste, alors oh, le requin qui arrive. Tu n'as pas d'investisseurs, pas de VC ou d'autres investisseurs, pas de partenaires. Voilà. C'est à cause des salauds qui t'ont volé ta boîte? C'est un choix stratégique? C'est quoi le... Mais déjà, vous êtes fatigant parce que quand on doit vous parler, non mais c'est vrai, il faut faire des présentations PowerPoint. Vous avez vu le temps qu'il faut pour la présentation PowerPoint? À la place, je préfère aller faire une télé sur CNN, par exemple. Je sais pas, travailler un nouveau bouquin. Et autres. C'est le premier point, c'est le temps perdu à lever de l'argent, c'est monstrueux. Et deuxièmement, j'ai encore pas trouvé l'homme de ma vie en investisseur. Je suis toujours tombée sur des gens qui ne me plaisaient pas. Et pour moi, l'argent a une odeur au niveau investisseur, et c'est pas que ce qui va tomber dans l'escarcelle. Je veux être amoureuse de mon investisseur, je veux qu'on puisse se parler, je veux qu'il ait des idées de génie, je veux pas juste qu'il soit un portefeuille. Voilà. À bon entendeur, salut. Question suivante, que vous avez qualifiée de question de venture capitaliste encore, mais plus pour comprendre un petit peu ce que tu veux faire de cette boîte. Tu as une vision pour cette boîte? Non. Tu fais un peu au jour le jour parce que ça... J'ai pas de business plan, je trouve ça très reposant. Ouais. Honnêtement, c'est vrai que j'ai écrit un livre sur quand même comment faire un business plan. C'est mon premier livre jamais écrit, comment écrire un business plan. Je ne l'ai jamais fait. Non, comment le faire? Mais je ne l'ai jamais fait. C'est assez intéressant, comme quoi on peut vraiment écrire n'importe quoi et les gens achètent en plus. Mais, non, mais c'est vrai, ce bouquin c'est super bien vendu, il est très bien écrit, d'ailleurs je vous le conseille. Mais plus sérieusement, j'ai pas le temps en fait. Et donc mon idée, la grande idée, c'est que je veux avoir du coaching minceur dans tous les pays du monde. Après, c'est tout. Si le plus logique pour nous, moi je travaille dans une banque avant, j'ai forcément des réflexions chiffrées, même si là je peux être un clown. L'idée c'est de se faire acquérir à un moment par un Weight Watchers Online ou une boîte de type Nestlé, qui maintenant sont Jenny Craig, ou pas forcément, mais ce genre de boîte-là, c'est l'exit logique, on va dire. Ou un grand groupe média, on a été approché par un très grand groupe média qui a dans l'idée de nous racheter à 2 ans, donc on est en train de se groomer un petit peu, et voilà. Après je prendrai ma retraite. Mais c'est possible ça? Ça m'étonnerait. Une demi-retraite. Ah. Mais en plus, ta boîte est quand même très liée à ton image personnelle et à ton plus beaucoup. Non, enfin, on me sort des programmes. Donc, en Allemagne, c'est pas moi, par exemple. Le site sort bientôt, c'est l'Arlésienne, il va sortir. Et dans l'Amérique du Sud, c'est pas moi non plus. Je suis encore sur la home, mais pas dans le programme. Dans les programmes maman, bébé, cholestérol qu'on offre aussi en France, je ne suis pas. Donc l'idée, c'est progressivement de ne plus exister comme étant un point indispensable. Donc je reste le point média, mais c'est tout. Si je meurs demain, c'est toujours un peu l'idée. Je ne veux pas que les gens qui sont employés par la boîte se retrouvent à la rue parce que je ne suis plus là. Et tu vends la même approche
Aux françaises, aux boliviennes et aux américaines? Mais non, ça coûte très cher, c'est adapté. Non, on s'adapte, parce que la bolivienne ne mange pas comme l'allemande, hein, pour information. Très légèrement différent, surtout au niveau du pain, les patates. Ouais. Non, on vend la même approche, tous les jours, le conseil, le support, tout ça, mais tous les menus sont revus, tout le système de support, on adapte. C'est simple, normalement, il faut 4 à 5 mois pour adapter un programme. Quand on a su qu'on faisait la couverture de Vogue Mexico, ce qui était énorme pour nous, j'ai dit à mon équipe, vous avez 3 semaines, je crois pouvoir dire qu'ils ont fait les 3-8, mais vraiment, ils n'ont pas dormi. Donc non, c'est lourd. C'est lourd. Il y a combien de personnes dans ton organisation Il y a 90 coachs et 35 back-office, contenu, ingénierie, marketing. Alors, en termes de recrutement, je ne recrute que des jeunes diplômés, plus jeunes possible, de la chair fraîche, qui n'a pas été abîmée par le syndicalisme comme papa faisait dans son jeune âge, ou alors des retraités ou pré-retraités qui ont plein de choses à apporter et qu'en général la société ne veut plus. Enfin, dont la société ne veut plus. Je ne prends pas au milieu. Pas de discrimination. En France, on fait ce qu'on veut, monsieur. On ne peut pas virer les gens, mais on peut faire de la discrimination. C'est une compagnie française alors? On a plusieurs compagnies en fait, on est compliqué. Donc pas vraiment attaquable en justice. Pour ceux qui sont intéressés, on est incorporé au Costa Rica, alors vous pouvez vous accrocher. D'accord, et des plans pour les hommes? Dans quel sens? En termes d'offres de... Oui. Non mais il faut être précis. Tu disais que ton mari n'était pas là. En termes d'offres de... Non, l'homme n'est pas intéressant. Alors, je suis pas désolée, intéressant monsieur. ou intéressé? Non, vous n'êtes ni intéressant ni intéressé au niveau de la vente coaching en ligne. L'homme veut soit prendre de la masse, et dans ce cas-là il va acheter des bouquins, des vidéos, des programmes, soit mincir en faisant des régimes privatifs, mais pas notre approche. On a testé, on n'a pas envie d'essuyer plus de plâtre, mais monsieur va suivre madame, ça c'est clair. Sinon, au niveau de l'entreprise, on a quand même 4 hommes. Sur 125. Voilà. Mais on les aime beaucoup. L'opposé du DBF. Ben, il faut bien faire balance avec vous. On fait 2 fois mieux. Donc voilà, 4 hommes. Mais qui comptent beaucoup. Question de l'audience. Oui. Il y a beaucoup de concurrence. Donc, qu'est-ce qui différencie votre offre de la concurrence? Déjà, on est les meilleurs. Je me mets en place. Non, mais en plus, sérieusement, alors, si je regarde le marché américain, il va y avoir un Gillian Michaels, par exemple, qui est de la musculation online très poussée, où vraiment on veut souffrir, on est dans la souffrance et dans la privation alimentaire assez protéinée. Donc ça, c'est son approche. Nous, on est dans, là par exemple, je vous parle, je rentre le ventre, je serre les fessiers, personne ne le remarque et c'est ma minute de musculation de la journée. Donc on est dans l'approche très gourmande, très qualitative, 25e heure, intégrative au niveau du gym, donc pas de stress, pas de douleur, pas de souffrance. En France, on aura des programmes hyper protéinés, donc là, c'est complètement à l'opposé du côté gourmand que je prône, ou d'autres programmes plus sportifs. Donc nous, on a une approche très intégrative dans le plaisir. Donc ça, c'est différencié. Ah, on est différencié parce qu'on sait qu'on est dans la non-souffrance et dans le résultat long terme. Par ailleurs, très important, en octobre 2011, l'ANSES en France a sorti un rapport, donc, je ne sais pas si vous connaissez l'ANSES, c'est un peu une sorte de FDA française qui a sorti un rapport sur tous les régimes en ligne, les maltraitant tous, sauf 2, Weight Watchers et nous. Donc ça a été énorme pour nous en termes médiatiques, ça nous a légitimés, ça nous a crédibilisés. Comme je ne suis pas médecin, les gens disaient tu ne connais rien. Quand on voit que ceux qui se sont fait casser par le rapport, ce sont des vrais médecins qui ont fait 7 ans d'études, voire plus, ça a permis de rentrer dans certains médias auxquels on n'avait pas accès avant. Et par rapport à ça, vous disiez qu'aux États-Unis, les femmes qui ont tous les mois et demi, vous disiez aussi qu'à peu près il faut 6 mois pour... Oui, pour mettre des bonnes habitudes en place. Donc en fait, comment vous avez votre légitimité? La moyenne, c'est 1 mois et demi pour tous les concurrents. Nous, on a la chance, il reste 3 mois avec nous. Ouais. Donc, on a un minimum d'impact. Pas autant vous sur arrivez les à voir Françaises. quand même le succès de votre méthode. Voilà, ouais. Mais c'est vrai qu'ici, c'est la culture de la crédit card. Donc, elles ont acheté, elles veulent migrer dans la minute quelque part. J'ai payé, il faut que je m'insiste, quoi. Donc, vous churn, On a un churn rate qui est plus élevé aux États-Unis, ouais, c'est clair. Ça contrebalance avec l'Afrique du Sud où il y a 0. On a dû enlever le bouton se désinscrire dans ce pays, c'est pas possible, ces gens ne se désinscrivent jamais. Il y a des personnalités connues, des stars qui sont un peu porte-parole de ton approche? Ouais, alors ce qui est très amusant, c'est que
Il veut des noms. Oui, Non, en juillet, c'est très amusant parce qu'on avait Kim Kardashian qui avait tweeté sur le bootcamp en juillet. Je ne sais plus combien elle a dessus. Combien elle a de followers? 4 millions, 10 millions, je sais, c'est monstrueux. Et ça avait été un pic énorme pour nous. On ne lui avait rien demandé. D'habitude, elle fait payer. Pendant une semaine, personne ne nous dit rien. Et au bout d'une semaine, sa mot manager, Chris, nous contacte en disant il faut payer pour le tweet. Tu parles, c'était il y a une semaine. Alors, le code, tu peux rentrer chez toi. Mais oui, on a des gens comme ça qui parlent de nous. Michel Rodriguez, par exemple, que j'ai coaché. Et d'autres. Les autres sont sur le site, je ne peux pas citer les noms, mais enfin, si vous allez sur le site, vous les verrez. Et on a aussi des femmes de présidents qui suivent le bootcamp à 30 € par mois, des gens très connus, ça m'a fait rire, des comtesses, des duchesses, c'est très amusant. En termes d'expansion du business, est-ce que vous pourriez faire des coachings dans d'autres domaines? On parlait des hommes tout à l'heure, mais il y a d'autres domaines que la santé ou le bien-être. Alors on est sorti, oui. On est d'où encore? D'où? Haïti. C'est un village où il y a 30 âmes qui habitent, pas très connu. C'est dans le Cap. Et pour répondre à la première, c'était quoi? Je suis partie en Corse et tout à coup j'ai... D'autres domaines, Ah oui, pardon. Alors on a lancé un programme anti-cholestérol. On est sorti de la minceur pure pour parler cholestérol, qui vient d'être cautionné là depuis le 3 janvier par l'association de cardiologie française. Donc ça pour nous ça va être sympa au niveau pénétration des cabinets médicaux. On a aussi un maman-bébé qui a peiné beaucoup pour sortir. Là, ça commence enfin à sortir. C'est pour aider les jeunes mamans à retrouver leur ligne sans se priver, tout en s'occupant de poupons et répondre aux questions vraiment importantes du genre est-ce que c'est normal que papa ne veuille pas changer les couches? On a une psy qui répond. Et qui dit non, c'est pas normal, papa doit mettre la main à la patte ou à la couche, ça dépend. Et le troisième qu'on a aussi, c'est rajeunir. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Donc c'est comment turn back the aging clock, qui marche très bien. Moi, je pensais sur d'autres domaines, business, non, ça ne rend pas bien. Il y a plein d'autres domaines dans la vie. Oui, mais je préfère déjà dans tous les sens. Alors si je rajoute ça, mais que je vais voir un investisseur après en disant j'ai rajouté business à mon truc, je pense que c'est même pas la peine. Non, on est focus vraiment sur le bien-être. C'est ma passion, moi. Et moi, j'ai souvent entendu dire que le cholestérol, on fait une mauvaise presse au cholestérol, alors qu'en fait c'est très important. Et que ça a été choisi comme on dit en anglais, le target, et qu'en fait on ne peut pas se passer de cholestérol, et qu'on a beaucoup trop insisté là-dessus. Vous avez raison. Il y a un livre qui s'appelle Cholestérol, mensonge et propagande, que je vous conseille à tous. On est victime de laboratoires médicaux qui nous poussent leur statine. 75% des gens qui prennent un traitement anti-cholestérol ne devraient pas en prendre, mais donc on en parle dans le programme, c'est vrai. Cela dit, pour aider les gens qui en ont, on a un programme non médicalisé qui leur permet de manger bien, dans la gourmandise, tout en maîtrisant leur Question technique. En dehors de Skype, vous utilisez des systèmes genre Google Doc, etc. pour Ah oui. Google Doc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Basecamp, Signal 37 pour tout ce qui est partage, Dropbox. Alors j'ai découvert qu'on avait 4 trucs de file sharing. J'ai dit oulala, il va falloir qu'on en ait plus qu'un parce que c'est toujours les coûts. Hein. Moi je suis vraiment radin, je suis corse paysanne. Alors 4 trucs c'est trop. Et oui, Skype pour les. C'est Google Voice et. Bah, je sais pas, on fait Skype, ça a l'air de marcher. En plus ça marche sur les téléphones en plus, donc on se parle gratuitement, payé à tout. C'est très intriguant votre business model parce que j'essaie de mettre les chiffres derrière, c'est du word of mouth, il n'y a pas de célébrité. C'est quoi un peu les outils que vous utilisez? Parce que vous avez 1 million, vous voulez aller à combien? 10 millions c'est quoi les outils parce que les gens, il y a un churn tous les 3 mois, donc il y a un coût d'acquisition qui est énorme, il n'y a pas de célébrité. On n'a pas d'acquisition de coût parce qu'on est uniquement en distribution avec des partenaires. On ne fait pas de pub Google et autres, uniquement avec Condé Nast aux États-Unis par exemple, on est leur partenaire unique. Elle, Lagardère, Mondadori, en Afrique du Sud, on a tous les magazines qui appartiennent au groupe Media 24, c'est 90% du marché. Donc on est uniquement en partenariat, donc zéro prise de risque. On n'a pas d'argent, donc on ne peut pas se permettre. Et donc on est en partage de revenus, 50-50, 30-70. Ça c'est online, hein? C'est tout online. Oui, bien sûr. On a une 30-40 partenaires, mais on est très très sélectif. Parce qu'on n'a pas le temps justement de gérer plein de petits partenariats. Là, on a lancé un programme d'affiliation pour que les clients puissent eux-mêmes après faire la promotion du programme. Je vais faire une deuxième question. Franchising, c'est dans les plans? Oui. Il va
commencer. Oui. Il va poser sa question. Il aura la même réponse. Je peux ne pas parler aussi. Je sais faire. Fifth Amendment. Je crois que derrière là. Comment vous avez appris tout ça finalement? Donc de partir de la voiture à Détroit, Faut que je trouve le lien, Oui. Le lien, c'est la Corse. Hein, c'est l'huile du moteur, je sais pas. Non, je sais pas. Tiens, c'est horrible de pas savoir. Bon, je vais trouver une solution. Comment vous avez appris les vérités, etc. Ah non, mais ça c'est parce que comme je suis une ancienne ronde et que mon père était rond aussi, on a passé des années à s'éduquer. C'était avant Internet, ce qui va vous donner une idée de mon âge. Donc on travaillait à la bibliothèque. On lisait l'encyclopédie universaliste. On a appris beaucoup de choses là-dessus. On s'est éduqué. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je suis sur un plateau avec un médecin, lui il me balance des jolis mots avec 42 lettres, mais moi je parle du concept avec des mots que les gens comprennent. Donc je ne serai jamais médecin, mais je suis entourée de 35 personnes, la moitié étant des gens qui sont diplômés d'État dans leur pays, donc à la rigueur, on acquiert le savoir au fur et à mesure. Oui, donc en fait, c'est avoir étudié, avoir essayé des choses, etc. Deuxième question, dans votre programme, il y a des exercices du sport ou c'est simplement sur... C'est sport, exercice, c'est fitness, bon, en gros, c'est nutrition gourmande, fitness facile, motivation, gestion du stress. C'est pas suppression du stress, parce que comme il en faut un petit peu, on s'est dit on va apprendre à le gérer plutôt que de supprimer. Moi, alors, si je peux vous donner une idée, c'est surtout basé sur une expérience personnelle. Une des choses que vous pourriez peut-être commencer, ou en tout cas intégrer avec votre maman bébé, c'est les soins dentaires. Parce que maintenant que je suis plus âgée, j'ai eu d'énormes problèmes de dents. Et en fait, je me rends compte que c'est parce que je ne savais pas me brosser les dents convenablement, utiliser le floss, etc. En plus de ça, en France, il n'y a pas de dental hygienist qui existe dans beaucoup de pays, comme par exemple les États-Unis, la Suède, la Suisse, enfin un certain nombre de pays, parce que oui, vous apprennent à vraiment vous nettoyer les dents. Vous pourriez vous lancer là-dedans et faire une session là-dessus pour Oui, mais on a ce genre de conseils. Je ne suis pas la pro du programme à mon bébé, mais je sais qu'on aborde tous les sujets et... Mais ça, c'est important, parce que ça se répercute quand on a 50-60 ans. On va dire ça aux mamans. Quand votre petit aura 60 ans... Non, mais vous avez raison, et je suis sûre que c'est dedans. Il faut flosser, il faut etc. On va prendre une dernière question, et puis après, vous pourrez informellement... autour d'un verre. Oui, pour la dernière, on peut rester sur une note gourmande. Alors, c'est quoi bien manger, se faire plaisir et en même temps rester à des niveaux diététiques raisonnables. C'est faire le bootcamp. Désolée, sinon je serais partie trop longtemps sur les recettes. C'est pas une recette, mais c'est très bien répondu. Bon, je tiens à remercier Valérie d'avoir partagé avec nous son expérience personnelle et professionnelle. C'était vraiment très très sympa, très intéressant. Merci à vous, à vos questions. Souvenir habituel. Avec les remerciements. C'est un gâteau. Ça se mange pas malheureusement. Toi, tu peux faire de l'exercice.